Jeanne d'Arc naquit vers 1412 à Domrémy, un village paysan du nord-est de la France, situé dans une région disputée entre camps rivaux pendant la guerre de Cent Ans. Elle était la fille de Jacques d'Arc et d'Isabelle Romée, des paysans relativement aisés mais sans instruction ni influence politique. Dès son enfance, elle grandit dans un environnement marqué par des incursions armées, des pillages et la crainte constante de l'avancée des Anglais et de leurs alliés bourguignons, tandis que l'autorité du roi de France semblait de plus en plus affaiblie. Dans ce contexte de crise, Jeanne commença à affirmer qu'elle entendait des voix d'origine divine. Selon son témoignage ultérieur, elle eut vers l'âge de 13 ans ses premières visions, au cours desquelles Saint Michel, Sainte Catherine et Sainte Marguerite lui parlaient et lui confiaient une mission précise: aider à libérer la France de la domination anglaise et conduire le dauphin Charles jusqu'à son couronnement légitime. Pendant des années, elle garda presque le silence sur ce secret, ne le partageant qu'avec quelques personnes de confiance, jusqu'à ce qu'elle décide finalement d'agir. Convaincue de l'urgence de sa mission, à 16 ou 17 ans, elle quitta son village et chercha l'appui des autorités locales. Elle se présenta devant Robert de Baudricourt, commandant de Vaucouleurs, lui demandant une escorte pour se rendre auprès du dauphin. Au début, elle fut prise pour une jeune fille naïve ou fanatique et fut rejetée. Cependant, son insistance et la diffusion de son histoire parmi la population locale attirèrent l'attention. Avec le temps, Baudricourt accepta de lui fournir une petite escorte armée afin qu'elle voyage jusqu'au lieu où se trouvait l'héritier du trône de France. Pour effectuer le voyage à travers des territoires dangereux, Jeanne revêtit des vêtements masculins, chose exceptionnelle pour une femme de son époque. Cette décision, qui serait plus tard utilisée contre elle, avait alors une logique pratique: se protéger dans un environnement hostile et assurer une plus grande sécurité en se déplaçant avec des soldats. Son groupe arriva finalement à Chinon, où se trouvait le dauphin Charles. La jeune paysanne, sans rang ni formation de cour, parvint à être reçue. À Chinon, Charles décida de la mettre à l'épreuve. L'un des gestes rapportés par plusieurs chroniqueurs est que le futur roi se mêla aux courtisans et que Jeanne le reconnut sans l'avoir vu auparavant, renforçant sa réputation d'être guidée par quelque chose d'extraordinaire. Avant de lui faire confiance, elle fut envoyée à Poitiers afin d'être soumise à des interrogatoires et à des examens par des théologiens et des docteurs en droit canonique. Ils voulèrent s'assurer que ces visions n'étaient ni hérétiques ni le produit de tromperies. À l'issue de ces enquêtes, aucun motif de condamnation ne fut trouvé et avec certaines réserves, on lui donna l'autorisation d'accompagner l'armée française. Revêtue d'une armure et portant un étendard blanc orné de figures religieuses, Jeanne s'intégra à la force qui marchait vers Orléans, une ville assiégée par les Anglais depuis des mois. Elle n'était pas une stratège formelle au sens technique, mais elle exerçait une grande influence morale. Elle exigeait que les soldats se confessent, évitent les blasphèmes et mènent une vie plus disciplinée, et elle les exhortait constamment à l'offensive. Pendant les combats, elle se tint en première ligne avec son étendard, encourageant les troupes. Elle fut blessée par une flèche, mais retourna rapidement au siège, ce qui renforça l'admiration qu'elle suscitait parmi les soldats. En mai 1429, les Français réussirent à lever le siège d'Orléans. Cette victoire eut un effet psychologique et politique immense. Après une longue série de défaites et d'humiliations, l'armée française obtenait enfin un succès éclatant face aux Anglais. Jeanne, présentée comme une envoyée de Dieu, devint un symbole tangible d'espoir et de renouveau pour la cause du dauphin. Après Orléans, elle pressa d'avancer vers Reims, la ville traditionnelle du sacre des rois de France, largement contrôlée par des forces hostiles. La campagne fut risquée, mais les villes se rendirent ou ouvrirent leurs portes au passage de l'armée royale. Le 17 juillet 1429, dans la cathédrale de Reims, Charles fut oint et couronné roi sous le nom de Charles VII. Jeanne se tint à ses côtés durant la cérémonie, tenant son étendard, comme preuve que sa mission avait été accomplie. Le dauphin, considéré par beaucoup comme illégitime, était désormais roi couronné. Cependant, la guerre ne s'acheva pas avec le couronnement. À partir de ce moment, le poids politique de Jeanne au sein de la cour commença à susciter des tensions. Certains nobles et conseillers se méfiaient de son influence, la jugeaient trop impulsive ou craignaient que son charisme n'éclipse l'autorité du roi. En même temps, elle continuait à réclamer des actions militaires énergiques pour chasser les Anglais du reste du territoire. En 1430, lors de la défense de Compiègne,
Jeanne fut capturée par des forces bourguignonnes alliées de l'Angleterre. Elle fut faite prisonnière alors qu'elle tentait de couvrir la retraite des siens vers la ville. Au lieu d'être traitée comme une simple prisonnière de guerre, elle devint un trophée politique. Les Bourguignons la livrèrent aux Anglais en échange d'une rançon considérable. Pour les Anglais, l'occasion était évidente. Jeanne avait été la figure centrale dans la légitimation de Charles VII, et la discréditer signifiait aussi attaquer la légalité de son règne. Transférée à Rouen, en territoire contrôlé par l'Angleterre, Jeanne fut enfermée dans une prison civile, sous la garde de soldats anglais, et non dans un couvent ou une prison ecclésiastique, comme cela aurait été habituel pour une accusée de crimes religieux. Elle y fut enchaînée et surveillée en permanence. L'évêque Pierre Cochon, allié politique des Anglais et adversaire du parti soutenant Charles VII, prit la direction du procès intenté contre elle. Le procès se présentait comme ecclésiastique, mais il était traversé par des motivations politiques très claires. Le procès commença formellement en janvier 1431. Jeanne dut faire face à un tribunal composé en grande majorité de clercs hostiles ou dépendants du pouvoir anglais. On lui refusa des défenseurs et des conseillers juridiques, la laissant seule face à des avocats et théologiens expérimentés. L'accusation principale était l'hérésie, mais on lui imputait également la superstition, la sorcellerie et le refus de se soumettre à l'autorité de l'Église. Les interrogatoires, longs et minutieux, portaient sur 3 grands thèmes, ses visions et ses voix, son obéissance à l'Église et le port de vêtements masculins. Jeanne resta ferme dans l'affirmation que ses voix venaient de Dieu et qu'elle n'avait jamais contredit la foi chrétienne. Lorsqu'on lui demanda si elle était en état de grâce, elle répondit que si elle ne l'était pas, elle priait Dieu de l'y mettre, et que si elle l'était, elle priait pour y demeurer, évitant ainsi un piège théologique. Aucun bon chrétien ne pouvait affirmer avec une certitude absolue son état de grâce. En ce qui concernait l'obéissance à l'Église, elle distinguait entre l'Église militante, les hommes qui la jugeaient, et l'autorité ultime de Dieu. Elle affirmait que, bien qu'elle respectât l'Église, elle ne pouvait nier l'expérience directe des voix qui la guidaient. Quant aux vêtements masculins, elle expliqua qu'elle les portait pour se protéger dans un environnement carcéral dominé par les hommes où elle courait un danger physique et sexuel, et parce qu'elle les considérait conformes à la mission que Dieu lui avait donnée. Malgré ces réponses, le tribunal cherchait une condamnation. Par la peur de la mort sur le bûcher, ils réussirent à faire signer à Jeanne une abjuration dans laquelle elle acceptait de se soumettre et d'abandonner certains aspects de sa conduite, y compris le port de vêtements masculins. En conséquence, la sentence de mort fut remplacée par l'emprisonnement à perpétuité. Elle fut transférée dans une autre cellule, mais resta sous garde anglaise. Quelques jours plus tard, cependant, elle fut de nouveau retrouvée vêtue d'habits masculins. Jeanne affirma que ses vêtements féminins lui avaient été retirés ou qu'on l'avait contrainte à reprendre sa tenue précédente et soutint que ses voix lui avaient indiqué qu'elle ne devait pas renoncer à ce qu'elle considérait comme un commandement divin. Le tribunal utilisa ce fait pour l'accuser de rechute dans l'hérésie. Selon les règles ecclésiastiques, un hérétique récidiviste pouvait être livré à la justice séculière pour être exécuté. La décision étant déjà prise, la date de la sentence finale fut fixée. Le 30 mai 1431, Jeanne fut sortie de prison et conduite sur la place du Vieux Marché de Rouen. De nombreux témoins, anglais comme français, se rassemblèrent pour assister au châtiment. Elle portait une simple robe et fut attachée à un poteau sur un bûcher de bois et de paille. Un prédicateur prononça un sermon et la sentence la déclarant hérétique, obstinée et récidiviste fut lue. Avant que le feu ne soit allumé, Jeanne demanda un crucifix. Un prêtre anglais lui en remit un et un autre fit tenir devant elle un grand crucifix afin qu'elle puisse le voir en mourant. Selon divers témoignages, elle invoqua à plusieurs reprises Jésus à haute voix, proclama ses croyances et demeura en prière, tandis que les flammes l'enveloppaient. Elle mourut à l'âge d'environ 19 ans. Après sa mort, le corps fut réduit en cendres et les restes furent jetés dans la Seine. Il fut ordonné qu'il ne reste rien qui puisse être conservé comme relique. Loin d'effacer sa mémoire, ses actes renforcèrent l'impression qu'elle avait été victime d'un procès injuste. Avec le temps, la politique européenne changea. Charles VII s'imposa comme roi de France et, des décennies plus tard, autorisa une révision officielle du procès. En 1456, un tribunal de révision examina les actes du procès de Rouen, entendit des témoignages de ceux qui l'avaient connu
et analysa les irrégularités commises. La conclusion fut que le procès original avait été entaché de pression politique, d'erreurs de procédure et d'une partialité manifeste. La condamnation fut annulée et Jeanne fut déclarée innocente, officiellement présentée comme victime d'une condamnation injuste et réhabilitée aux yeux de l'Église. William Wallace, 1305, écartelé. À la fin du XIIIe siècle, l'Écosse traversait une crise profonde. La mort du roi Alexandre III et peu après, celle de sa petite-fille Marguerite, la demoiselle de Norvège, laissèrent le trône vacant et déclenchèrent une lutte entre de puissants lignages, comme les Balliol et les Bruce. Édouard Ier d'Angleterre profita de la situation pour intervenir, s'imposer comme arbitre et en pratique tenter de soumettre l'Écosse. Lorsque ses armées envahirent le royaume en 1296, de nombreux nobles écossais se rendirent ou jurèrent fidélité. Dans ce contexte, la figure de William Wallace émergea comme un chef inattendu de la résistance. Selon la tradition rapportée par les sources tardives médiévales, Wallace naquit en 1270 à Elderslie, dans le comté de Renfrewshire, dans les basses terres écossaises. Il était le fils d'un petit propriétaire terrien, Malcolm Wallace, et de Margaret Crawford, appartenant également à une famille locale d'un certain poids. Il n'était donc pas un paysan sans ressources, mais faisait partie de la petite noblesse rurale, ce qui lui donnait accès aux armes, au contact et à une éducation beaucoup plus large que la moyenne. Dans sa jeunesse, il aurait été destiné au clergé, recevant son éducation auprès d'un oncle ecclésiastique à Dunipace près de Stirling, où il apprit le latin, le français, le gaélique et l'anglais, des langues utiles autant pour la diplomatie que pour la guerre. La biographie précoce de Wallace est pleine de lacunes et de légendes. Les chroniques postérieures, comme le poème de Blind Harry écrit presque 2 siècles plus tard, mêlent faits et récits héroïques difficiles à vérifier. Certaines traditions lui attribuent un mariage avec Marion Breadfoot et la mort violente de celle-ci aux mains des Anglais comme déclencheur de sa rébellion. D'autres le présentent comme un bandit poursuivi par la justice anglaise avant même de devenir un leader national. Les sources indiquent toutefois qu'en 1296, dans la ville d'Ayr, Wallace mena une attaque contre le détachement anglais, tuant un grand nombre de soldats. Il fut capturé et emprisonné, mais réussit à s'échapper et commença à rassembler des hommes, leur apprenant à combattre contre l'occupation. Tandis que l'Écosse se fragmentait entre factions nobles rivales, Wallace organisa une résistance qui ne dépendait pas des grands clans, mais de paysans, d'artisans et de petits propriétaires. En peu de temps, il acquit une réputation de chef audacieux qui harcelait les garnisons anglaises, pillait les positions ennemies et évitait le combat frontal quand cela ne lui convenait pas. Le contexte politique était chaotique. Après la mort de Marguerite, la tentative d'Édouard Ier d'unir les 2 royaumes par un mariage échoua et la querelle successorale ouvrit la porte à l'intervention militaire anglaise. La défaite des Écossais à Dunbar et à Berwick et l'humiliation du roi Jean Balliol consolidèrent la domination anglaise, mais alimentèrent également le ressentiment que des figures comme Wallace canalisèrent vers l'insurrection. Le grand saut de Wallace eut lieu lors de la bataille du pont de Stirling, le 11 septembre 1297. Avec Andrew de Moray, il rassembla une armée écossaise qui semblait numériquement inférieure aux forces anglaises dirigées par le comte de Surrey, environ 300 chevaliers lourds et 10 000 fantassins. La clé résidait dans le terrain et la patience. Les Écossais attendirent qu'une partie de l'armée ennemie traverse le pont étroit sur la rivière Forth, et ce n'est qu'alors qu'ils lancèrent l'attaque. Alors que de nouveaux soldats anglais avançaient sans pouvoir se déployer, la pression sur la structure augmenta, le pont s'effondra et de nombreux hommes se noyèrent en tombant dans la rivière. Ceux qui avaient réussi à traverser furent massacrés avant de recevoir des renforts. Ce fut une victoire totale. La défaite anglaise eut un impact dévastateur. Le trésorier d'Édouard en Écosse, Hugues de Cressingham, mourut lors de la bataille, et les chroniques racontent que les vainqueurs écorchèrent son cadavre et conservèrent des bandes de peau comme trophée. On dit même que Wallace confectionna une ceinture pour son épée avec l'une d'elles. Qu'il s'agisse d'un fait littéral ou d'une exagération, ce détail reflète le degré de brutalité qui accompagnait la guerre et l'effort écossais pour transformer la victoire en un message de terreur pour l'occupant. Après Stirling, Wallace fut nommé gardien de l'Écosse.
gouvernant au nom du roi déposé Balliol et dirigeant la lutte armée. Durant cette période, il organisa des incursions vers le nord de l'Angleterre, attaquant, entre autres, la ville de York, pièce clé de la défense anglaise. L'ascension de Wallace se heurta toutefois rapidement à la réalité d'un ennemi beaucoup plus puissant. Édouard Ier décida de prendre personnellement le commandement et, en 1298, rassembla une grande armée pour écraser la rébellion. Le 1er juillet de cette année, les armées se rencontrèrent à Falkirk. Wallace comptait sur une tactique basée sur les schiltrom, formation serrée d'infanterie armée de longues lances, conçue pour briser ou arrêter les charges de cavalerie. Au début, la cavalerie anglaise eut des difficultés à pénétrer ces murailles de pointe d'acier, mais alors entrèrent en action les archers gallois, célèbres pour leur arc long et leur puissance dévastatrice. Les projectiles ouvrirent des brèches dans les formations écossaises, qui finirent par se désintégrer devant la combinaison des flèches et des attaques de cavalerie. Ce fut une défaite dure qui coûta à Wallace sa position de gardien. Depuis lors, il cessa d'être le leader officiel du royaume, bien qu'il restât un chef gênant pour l'Angleterre. Au cours des années suivantes, Wallace disparut partiellement des chroniques. Certains indices suggèrent qu'il voyagea sur le continent en quête de soutien diplomatique, tentant de gagner la faveur de la France et d'autres puissances européennes contre Édouard Ier. Ce qui est certain, c'est qu'il continua à être une figure recherchée. Édouard mit sa tête à prix et les autorités anglaises intensifièrent la traque. Malgré ces changements de refuge et l'utilisation de forêts et de terrains accidentés pour échapper à ses poursuivants, l'étau se resserra progressivement. Finalement, le 5 août 1305, il fut trahi par John de Menteith, un noble écossais qui, selon la tradition, le livra aux Anglais à Robroyston, près de Glasgow. Capturé, Wallace fut d'abord transféré à Carlisle, puis à Londres, au cours d'un long voyage de 17 jours, enchaîné, nourri uniquement de pain et d'eau, et exhibé devant la population comme un prisonnier exemplaire. À son arrivée dans la capitale, il fut incarcéré dans l'attente d'un procès qui, en réalité, avait déjà sa sentence écrite. Le procès se déroula dans la grande salle de Westminster, avec un important déploiement symbolique. Les principales accusations étaient la haute trahison contre le roi Édouard Ier et des crimes contre des civils anglais. Wallace nia catégoriquement l'accusation de trahison par un argument simple. Il n'avait jamais juré fidélité au roi d'Angleterre et ne pouvait donc pas le trahir. Cette défense, toutefois, n'avait aucun poids devant un tribunal qui représentait le pouvoir l'ayant déclaré rebelle et bandit dès le départ. Le verdict était décidé d'avance, coupable. La peine choisie n'était pas quelconque, mais le châtiment exemplaire réservé aux traîtres, être pendu, traîné et écartelé. Le 23 août 1305, Wallace fut sorti de sa prison, dénudé et attaché par les talons à un cheval. Traîné du palais de Westminster jusqu'à Smithfield, il parcourut environ 6 kilomètres de rue sous les insultes, les coups et les jets de pierre de la foule. À Smithfield, on le pendit, mais pas suffisamment pour lui briser le cou. L'objectif n'était pas une mort rapide, mais de provoquer un évanouissement et de poursuivre le supplice. Décroché encore vivant, il fut émasculé, éventré, et contraint de contempler la combustion de ses entrailles devant lui. Ce n'est qu'ensuite qu'il fut décapité. C'était la forme d'exécution établie pour les condamnés pour haute trahison. Une combinaison calculée d'humiliation et de cruauté destinée à intimider quiconque envisagerait de suivre son exemple. Le châtiment ne s'acheva pas avec la mort. Le corps de Wallace fut coupé en 4 parties. Sa tête fut conservée dans la poix et placée sur une pique au sommet du pont de Londres, aux côtés de celles d'autres rebelles écossais comme John et Simon Fraser, en avertissement permanent. Ses membres furent répartis dans différentes localités, Newcastle, Berwick, Perth et Aberdeen, toutes des places importantes pour l'administration ou la frontière anglaise. L'idée était que l'Écosse voie, en plusieurs points du royaume, des morceaux de son chef pendus comme trophées. Anfobae rapporte même la version selon laquelle l'un de ses pieds aurait été enterré à Aberdeen, tandis que le reste de son corps disparaissait à jamais. Jacques de Molay, 1314, brûlé vif. Jacques de Molay est né dans le Franche-Comté de Bourgogne vers 1245, dans une famille de petite noblesse liée aux seigneuries de Rahon et à la localité de Molay.
Comme de nombreux chevaliers de son temps, il trouva dans les ordres militaires une carrière et en 1265 fut reçu comme templier à la maison de Beaune, en présence du visiteur de France et d'autres dignitaires de l'ordre. À la fin du XIIIe siècle, il avait déjà passé des années en Orient, participant à la défense des derniers enclaves croisés et aux alliances complexes visant à freiner l'avancée mamelouk. Après la chute d'Acre en 1291 et le retrait à Chypre, les Templiers réorganisèrent leurs forces. C'est dans ce contexte, vers 1292 à 1293, que Jacques de Molay fut élu 23e et dernier grand maître de l'ordre du Temple. Depuis cette fonction, il tenta de réformer l'institution, de renforcer la défense de Chypre et de promouvoir une nouvelle croisade, se déplaçant entre les cours européennes et négociant avec les papes et les rois. Le problème pour de Molay fut que, alors que l'ordre perdait du poids militaire en Terre Sainte, il gagnait une énorme influence économique en Europe. Les Templiers administraient des fortunes, gardaient des dépôts et accordaient des crédits à de grands seigneurs et monarques, dont le roi de France, Philippe le Bel. Au début du XIVe siècle, l'économie française était au bord de la ruine, dévaluation, troubles sociaux et une couronne très endettée envers le Temple. Selon les chroniques et les études ultérieures, Philippe le IV, conseillé par Guillaume de Nogaret et avec la complicité du confesseur royal Guillaume Imbert, vit dans les Templiers une double solution: éliminer un pouvoir indépendant et s'approprier leurs biens. En même temps, le nouveau pape, Clément V, installé en sol français, faisait pression pour étudier la fusion des ordres militaires, ce à quoi de Molay s'opposait. Lorsque le grand maître se rendit en France en 1306 à 1307 pour discuter de ces questions et répondre à certaines rumeurs sur des abus internes, il croyait qu'un procès canonique clarifierait les accusations. En réalité, il entrait dans un piège soigneusement préparé. À l'aube du vendredi 13 octobre 1307, après des ordres secrets envoyés par le roi, une arrestation massive de Templiers fut déclenchée dans tout le royaume de France. À Paris, Jacques de Molay fut arrêté avec les chevaliers de la maison centrale du Temple. Les accusations étaient spectaculaires: renier le Christ et cracher sur la croix lors de l'initiation, baisers obscènes, pratiques contre nature, idolâtrie envers une supposée tête barbue appelée Baphomet, sacrilège à la messe et pacte avec le diable. Interrogé par des agents royaux à l'université de Paris, de Molay, soumis à la pression et aux menaces de torture, finit par avouer que le rite incluait nier le Christ et outrager la croix, et signa une lettre incitant les autres Templiers à en faire de même. Sous cette pression, Clément V ordonna finalement l'arrestation des Templiers dans toute la chrétienté, bien qu'il n'ait jamais complètement abandonné l'intention de contrôler lui-même le procès et d'éviter qu'il ne se réduise à un simple règlement de compte du roi de France. La lutte de pouvoir entre Philippe IV et Clément V marqua les années suivantes. Le pape envoya des cardinaux interroger de Molay et les principaux dignitaires, et, en sa présence, le grand maître se rétracta des confessions arrachées par les agents royaux. Pour encadrer l'affaire, Clément promulgua la bulle Facien Misericordiam et convoqua un concile à Vienne pour juger l'avenir de l'ordre, séparant le jugement des personnes du jugement de l'institution. En 1308, les dirigeants templiers furent emmenés au château de Chinon et soumis à un nouvel interrogatoire par des légats pontificaux. De cet épisode est né le document connu aujourd'hui sous le nom de Pergamen de Chinon, qui enregistre que le pape a accordé l'absolution sacramentelle à Jacques de Molay et à d'autres chefs templiers, les réadmettant dans la communion de l'Église après leur rétractation. Cette absolution n'a pas sauvé le Temple en tant qu'organisation. En 1312, lors du concile de Vienne et sous une forte pression française, Clément XIV a décrété la dissolution de l'ordre, sans toutefois le déclarer formellement hérétique. Pendant que l'on discutait du sort du Temple, la répression en France s'intensifiait. Philippe IV utilisa les confessions obtenues précédemment pour frapper les Templiers qui résistaient encore. Entre le 10 et le 12 mai 1310, 54 frères furent brûlés sur le bûcher comme hérétiques récalcitrants. De Molay, en raison de son rang, resta emprisonné pendant des années entre interrogatoires, pression et changement de stratégie entre la couronne et la curie. Vers le début de 1314, presque 7 ans après son arrestation, son sort fut enfin décidé.
Les cardinaux, en accord avec l'archevêque de Sens et d'autres prélats, fixèrent une cérémonie publique à Paris pour communiquer le verdict aux dirigeants templiers. La scène eut lieu devant la cathédrale Notre-Dame, devant une foule appelée à être témoin du dénouement d'un procès qui avait secoué toute l'Europe. Ce jour-là, Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay, maîtres templiers de Normandie, entendirent que la peine prévue pour eux serait la prison à vie. C'était une sentence sévère, mais bien plus légère que le bûcher. Cependant, alors que l'acte semblait clos, les deux se levèrent et changèrent le cours de l'histoire. Devant les cardinaux et la foule, ils déclarèrent qu'ils avaient manqué à la vérité pour sauver leur vie, que les accusations contre le temple étaient fausses et que l'ordre était pur et saint. En quelques secondes, ces paroles les rendirent canoniquement relapes, hérétiques qui, après avoir confessé, se rétractaient de leurs confessions officielles. Les prélats furent déconcertés, mais n'eurent pas le temps de réagir. La nouvelle parvint au roi, qui se fâcha en apprenant qu'en public, le grand maître et son compagnon avaient remis en question toute la construction juridique du procès. Philippe le IV consulta rapidement ses conseillers. L'avis des juristes fut clair. Un hérétique récidiviste devait être livré au bras séculier pour être brûlé sans plus de délai. Ce même après-midi, au coucher du soleil du 18 mars 1314, un bûcher fut dressé sur un petit îlot de la Seine, l'île des Juifs, situé à côté de l'île de la Cité, près de l'emplacement actuel du Pont-Neuf. Là furent conduits Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay. D'autres sources mentionnent également la présence de deux autres dignitaires templiers, mais le rôle principal revient au grand maître, devenu symbole de la fin de l'ordre. Les chroniques décrivent un bûcher préparé pour brûler lentement, prolongeant la souffrance, contrairement à d'autres exécutions où le feu consumait rapidement la victime. Les témoins s'accordent à dire que de Molay montra une sérénité qui impressionna la foule, refusa de se rétracter à nouveau et supporta le supplice sans crier, gagnant parmi de nombreux Parisiens la réputation de martyr. C'est à ce moment que naquit la légende la plus durable associée à sa mort. Selon les récits transmis depuis le XIVe siècle et réélaborés par la suite, alors que les flammes l'enveloppaient, Jacques de Molay éleva la voix pour proclamer l'innocence de l'ordre et s'en remettre au jugement divin. Il adressa ces paroles à ceux qu'il considérait responsables de la conspiration, le pape Clément V, le roi Philippe IV et son conseiller Guillaume de Nogaret. La version recueillie par la tradition française et par des auteurs modernes met dans sa bouche une formule précise. Il aurait convoqué Clément à comparaître devant le tribunal de Dieu avant 40 jours, et Philippe dans cette année, avertissant que la malchance s'abattrait sur les deux, ainsi que sur tous ceux qui avaient condamné des innocents. Dans d'autres versions, sa malédiction atteint aussi la descendance du roi et annonce la fin de sa lignée dynastique en quelques années. Les événements ultérieurs alimentèrent cette croyance. Le 20 avril 1314, à peine un mois après l'exécution, Clément V mourut victime d'une grave maladie. La même année, Philippe IV décéda le 29 novembre après avoir subi un accident de chasse qui entraîna un AVC. Guillaume de Nogaret, le grand architecte de l'offensive contre les Templiers, mourut également en 1314, probablement empoisonné. En moins de 15 ans, entre 1314 et 1328, disparurent les trois fils du roi et ses petits-fils, et la branche directe des Capétiens s'éteignit après près de 3 siècles sur le trône de France. Pour de nombreux contemporains, la chaîne de malheur fut la preuve que la malédiction de Jacques de Molay s'était accomplie, et les chroniques commencèrent à parler de « roi maudit », étiquette popularisée par la littérature historique des siècles plus tard. Thomas Becket, 1170, assassiné dans la cathédrale. Thomas Becket est né à Londres, dans le quartier commerçant de Cheapside, vers 1119 ou 1120, fils de Gilbert Becket, un riche marchand d'origine normande, et de Mathilda. Il a grandi dans un environnement urbain lié au commerce et à l'administration, non dans le monde rural de la noblesse féodale. Il a reçu une éducation de base auprès des Augustins et a complété ses études dans des écoles de Londres et peut-être en France, où il s'est familiarisé avec le latin, le droit et la culture ecclésiastique qui dominait l'Europe du XIIe siècle. Sa carrière a décollé lorsqu'il est entré au service de Thibaut, archevêque de Cantorbéry. Dans la curie de Cantorbéry, il s'est distingué par sa capacité administrative et son habileté pour les affaires diplomatiques, ce qui lui a permis de voyager à Rome et de traiter directement avec la curie pontificale.
L'archevêque a vu en lui un homme capable et lui a confié des charges de plus en plus importantes, jusqu'à le nommer archidiacre de Cantorbéry, avec des responsabilités significatives dans le gouvernement de l'Église anglaise. En 1155, grâce à la recommandation de Thibaut, Becket fut nommé chancelier du roi Henri II, un poste clé qui le plaçait au centre du pouvoir. Comme chancelier, Becket est devenu le collaborateur le plus proche du roi. Il administrait les revenus royaux, négociait avec les nobles, accompagnait le monarque lors des campagnes militaires et représentait l'autorité royale dans tout le royaume. À cette époque, il menait une vie fastueuse, entouré d'une grande maison, de banquets et de luxe, contrastant avec l'austérité qu'il montrerait plus tard. La relation avec Henri II reposait sur la confiance personnelle et l'amitié politique. Le roi voyait en lui un allié loyal pour renforcer le contrôle sur la noblesse et, autant que possible, sur l'Église. Lorsque l'archevêque Thibaut mourut en 1161, Henri II vit l'occasion de consolider son autorité en nommant Becket comme successeur à Cantorbéry. Il pensait que si son fidèle chancelier devenait chef de l'Église anglaise, la couronne pourrait mieux contrôler le clergé et ses tribunaux. Becket tenta de dissuader le roi, l'avertissant qu'en tant qu'archevêque, il serait obligé de défendre les privilèges ecclésiastiques, mais finit par accepter. En 1162, il fut ordonné prêtre et, le lendemain, consacré archevêque de Cantorbéry. Ce changement de rôle s'accompagna d'une transformation personnelle. Il abandonna le luxe, adopta une vie plus austère, pratiqua des pénitences, se distança de la cour et commença à agir comme défenseur de la liberté de l'Église face au pouvoir royal. Le conflit entre Henri II et Becket éclata rapidement. L'un des points les plus délicats était le statut des clercs délinquants, c'est-à-dire les membres du clergé accusés de crimes ordinaires que la couronne voulait juger dans les tribunaux royaux tandis que Becket défendait la compétence exclusive des tribunaux ecclésiastiques. Le roi tenta de fixer par écrit les coutumes limitant la juridiction de l'Église dans les fameuses constitutions de Clarendon de 1164. Becket, après des hésitations initiales, refusa de les accepter en conscience. La tension monta jusqu'à ce que l'archevêque soit accusé de désobéissance et de malversation et convoqué devant une assemblée de nobles et d'évêques. Convaincu que sa vie était en danger, il s'enfuit d'Angleterre et chercha refuge en France, sous la protection du roi Louis VII. Pendant 6 ans, Becket vécut en exil, d'abord à l'abbaye de Pontigny, puis dans d'autres monastères, tandis qu'une intense bataille diplomatique se déroulait entre Henri II, le pape Alexandre III et l'archevêque lui-même. Le pape, en plein conflit avec l'empereur germanique et avec des antipapes rivaux, ne pouvait rompre avec le roi anglais, mais ne pouvait pas non plus abandonner le principal défenseur de l'autonomie ecclésiastique. Il y eut des excommunications sélectives, des menaces d'interdit sur l'Angleterre et des négociations constantes. Finalement, en 1170, un fragile accord fut atteint. Becket pourrait revenir à Cantorbéry et la paix serait rétablie, bien que de nombreux détails restèrent non résolus. La réconciliation s'est brisée presque immédiatement. En juin 1170, tandis que Becket se trouvait encore sur le continent, l'archevêque de York, avec les évêques de Londres et de Salisbury, couronna à Westminster le fils aîné d'Henri, le soi-disant jeune roi, usurpant le privilège traditionnel de Cantorbéry. Pour Becket, c'était une attaque directe contre sa dignité et contre les droits historiques de son siège. En novembre, de retour en Angleterre, il excommunia les évêques impliqués et refusa de lever la sanction. Ces prélats s'enfuirent à la cour d'Henri II et le convainquirent que l'archevêque défiait son autorité et remettait en question la légitimité du couronnement. Furieux des nouvelles, Henri II prononça à sa cour de Normandie des paroles véhémentes que les chroniques rapportent avec des variantes, mais que ses chevaliers interprétèrent comme une invitation à éliminer le prêtre turbulent qui s'opposait à lui. 4 d'entre eux, Reginald Fitzurse, Hugues de Morville, William de Tracy et Richard le Breton, partirent pour l'Angleterre sans mandat écrit formel, mais convaincus qu'ils agissaient au service du roi. Le 29 décembre 1170, ils arrivèrent à Cantorbéry, se rendirent d'abord au palais archiépiscopal, puis à la cathédrale, où Becket se préparait pour les vêpres avec les moines. Les récits contemporains, comme celui du moine Edward Grimm, s'accordent sur les lignes essentielles. Les chevaliers entrèrent armés dans l'enceinte sacrée et exigèrent que Becket se rende à Winchester pour rendre compte devant le roi. Il refusa.
Les moines tentèrent de fermer les portes de l'église, mais l'archevêque leur ordonna de les garder ouvertes, affirmant que l'on ne devait pas transformer la maison de Dieu en forteresse. Lorsque les chevaliers le cherchèrent en criant « Où est Thomas, le traître du roi ?» Becket répondit « Me voici, non comme traître, mais comme archevêque et prêtre de Dieu. » Les assaillants tentèrent d'abord de le faire sortir de la cathédrale, mais Becket s'agrippa à une colonne du transept. Alors ils dégainèrent leurs épées et l'attaquèrent sur place, près de l'autel. Le premier coup le blessa à la tête. Un second ouvrit son crâne, et selon la célèbre description de Grimm, une partie de son cerveau et de son sang se répandirent sur le sol de pierre. L'assassinat d'un archevêque, à l'intérieur de sa propre cathédrale et dans un espace liturgique, secoua toute la chrétienté. En quelques jours circulèrent des récits soulignant le caractère sacrilège du crime et le courage avec lequel Becket avait accepté la mort, pour le nom de Jésus et la liberté de l'Église. Son corps fut préparé rapidement pour l'inhumation, et l'on découvrit qu'il portait sous ses vêtements épiscopaux un cilice rugueux, signe de pénitence cachée. Il fut enterré dans la crypte de Cantorbéry, mais bientôt des miracles furent attribués à son intercession. Guérison, protection des pèlerins, réponses aux prières. La nouvelle de ces prodiges se répandit en Angleterre et sur le continent. La pression populaire et l'impact de l'affaire amenèrent le pape Alexandre III à agir rapidement. Le 21 février 1173, un peu plus de 2 ans après l'assassinat, Becket fut canonisé officiellement comme martyr à Segny. La même année, sa sœur Marie fut nommée abbesse de Barking comme geste de réparation. Henri II, entre-temps, affrontait la révolte de ses propres enfants et d'une partie de la noblesse. Beaucoup virent dans ces malheurs un châtiment pour la mort de l'archevêque. En 1174, le roi fit un geste dramatique de pénitence. Il se rendit à Cantorbéry, se dépouilla de ses vêtements royaux, marcha pieds nus jusqu'au sanctuaire et permit aux moines de le flageller rituellement avant de passer la nuit en veillée auprès de la tombe du saint. Dans les décennies et siècles suivants, le culte de Thomas Becket devint l'un des plus importants d'Europe. La crypte et, plus tard, le grand sanctuaire érigé dans la Trinity Chapel de Cantorbéry se remplirent d'ex-voto en or, argent et pierres précieuses offerts par des pèlerins reconnaissants. En 1220, ces restes furent solennellement transférés de la tombe originale à une fastueuse arche en or et joyaux lors d'une cérémonie présidée par le roi Henri III et par l'archevêque Stephen Langton. Cantorbéry se transforma en centre de pèlerinage international, immortalisé des siècles plus tard par Geoffrey Chaucer dans les Contes de Cantorbéry. L'image du martyr de Becket se répandit dans toute l'iconographie médiévale. Vitraux, manuscrits enluminés, reliquaires et sceaux officiels. Sur le sceau de la corporation de la ville de Cantorbéry de 1318 apparaît déjà la scène de son assassinat et ses armes, 3 choucas noirs sur champ d'argent, influencèrent les armoiries de la ville elle-même, qui ajouta le lion d'Angleterre en chef. L'héraldique, l'art et la dévotion populaire consolidèrent la figure de l'archevêque assassiné comme symbole de résistance de l'Église face au pouvoir politique. La fin matérielle de son sanctuaire fut aussi violente que sa mort. En 1538, dans le cadre de la dissolution des monastères, Henri VIII ordonna de détruire le sanctuaire de Becket à Cantorbéry, de confisquer ses trésors et d'effacer les références aux traîtres qui, autrefois, avaient été l'emblème de l'indépendance ecclésiastique. Ces restes furent retirés de l'arche, broyés et dispersés selon des sources postérieures. Malgré cela, la mémoire de Thomas Becket survécut à la destruction de sa tombe. Il continue à être vénéré par l'Église catholique et commémoré dans la communion anglicane comme l'un des martyrs les plus significatifs de l'Europe médiévale. John Huss, 1415, brûlé pour hérésie. John Huss est né vers 1370 à Husinec, un petit village de la Bohême du Sud, au sein d'une famille paysanne pauvre. Son père est mort alors qu'il était encore enfant et sa mère l'a élevé avec de grandes difficultés. Très tôt, il s'est tourné vers la vie religieuse. Il servait comme enfant de chœur, chantait dans le chœur de l'église et dévorait les livres pieux qui lui tombaient entre les mains. Cette piété enfantine, associée à une intelligence remarquable, l'a poussé à étudier tout ce que les circonstances lui permettaient. Grâce à des aides caritatives, Huss a pu entrer à l'université de Prague, où il a suivi des études en arts et en théologie. Il n'avait pas de ressources propres pour financer ses études, mais il s'est rapidement distingué par son application et sa capacité intellectuelle.
Il a obtenu des diplômes universitaires, est devenu maître et, avec le temps, est devenu recteur de l'université Charles. En 1400, il a été ordonné prêtre et on lui a rapidement confié des charges prestigieuses. Il a été doyen de la faculté des arts et sur ordre du roi Wenceslas de Luxembourg, prédicateur à l'église Saint-Michel, puis à la chapelle de Bethléem de Prague, un temple construit précisément pour offrir des sermons en tchèque au peuple. Depuis cette chaire, Hus a commencé à articuler un programme de réforme. Il prêchait en tchèque, critiquait l'ostentation de nombreux clercs, dénonçait la vente des charges et l'accumulation de richesses, et était scandalisé par la vie morale d'une grande partie du haut clergé. L'Église occidentale traversait en outre le grand schisme d'Occident avec plusieurs papes rivaux réclamant l'obéissance des fidèles. Hus dénonçait depuis le sermon cette division comme un scandale. Si l'Église devait être une, comment pouvait-elle avoir 2 ou 3 chefs opposés? Sa pensée s'inspirait en partie des idées de l'anglais John Wycliffe. Bien que Rome ait condamné beaucoup de ses écrits, des copies circulaient en Bohême que Hus lisait, traduisait et commentait. De Wycliffe, il reprenait la conception de la vraie Église comme communauté des prédestinés, la primauté du Christ sur tout pape, et la critique d'une hiérarchie trop liée au pouvoir et à l'argent. Hus ne copiait pas mécaniquement ses thèses, mais les utilisait pour renforcer sa propre critique des abus ecclésiastiques en Bohême. La réaction ne tarda pas. En 1409, le pape Alexandre V émit une bulle ordonnant de persécuter les doctrines de Wycliffe et de brûler ses livres. L'archevêque de Prague, obéissant à Rome, fit rassembler et détruire les manuscrits, et interdit de prêcher des idées considérées comme dangereuses. Hus, qui avait défendu publiquement certaines de ses thèses, fut excommunié. Pourtant, il continua à prêcher, protégé pendant un temps par sa popularité auprès du peuple et par le soutien du roi Wenceslas lui-même, intéressé à exploiter le conflit avec l'Église pour s'affirmer face à Rome. La situation se tendit encore lorsque l'antipape Jean XXIII, issu de la tentative de résoudre le schisme au concile de Pise, proclama une croisade contre son rival et ordonna la vente massive d'indulgences pour la financer. Hus attaqua cette campagne depuis la chaire. Il affirmait que le pardon des péchés ne s'achetait pas avec de l'argent, mais dépendait du repentir sincère. Il soutenait que le pape n'avait pas le droit d'utiliser l'épée et que l'Église devait suivre le Christ pauvre. Certains de ses disciples brûlèrent publiquement les bulles, défiant l'autorité pontificale. Rome répondit par une nouvelle excommunication, cette fois beaucoup plus sévère, et par un interdit sur Prague. Pour éviter que toute la ville subisse les conséquences spirituelles et politiques, Hus décida de quitter la capitale en 1412 et se retira à la campagne, où il continua à écrire des traités théologiques et des lettres ouvertes défendant ses positions. Pendant ce temps, l'empereur Sigismond, frère du roi de Bohême, poussa à la convocation d'un grand concile dans la ville allemande de Constance, destiné à mettre fin au schisme et à entreprendre une réforme générale de l'Église. Le concile s'ouvrit en novembre 1414. Hus, convaincu de la justesse de sa doctrine et désireux de clarifier sa situation, décida d'y assister. Sigismond lui accorda un sauf-conduit impérial garantissant sa sécurité pendant le voyage et le séjour, et Hus partit pour Constance en octobre 1414, rédigeant auparavant son testament au cas où quelque chose tournerait mal. Il est arrivé en ville le 3 novembre, 2 jours avant l'ouverture officielle du concile. La protection promise ne dura guère. Influencé par des clercs bohèmes hostiles et par la réputation d'agitateur qui le précédait, les théologiens les plus conservateurs du concile le considéraient comme un hérétique dangereux. Le 28 novembre, il fut arrêté, malgré le sauf-conduit, et emprisonné d'abord dans un bâtiment des Dominicains, puis au château de Gottlieben, dans des conditions très dures. Hus tomba gravement malade pendant sa détention, mais il se rétablit suffisamment pour être jugé. Ces textes furent examinés et en furent extraites des propositions que le concile jugea erronées. L'accusation le présentait comme disciple de Wycliffe, niant l'autorité papale, critiquant les sacrements et promouvant un modèle d'église qui sapait la hiérarchie traditionnelle. Hus affirmait qu'il n'accepterait de se rétracter que si l'on lui démontrait par les Écritures que ses propos étaient faux. Il soutenait qu'il avait critiqué des abus concrets, non l'institution elle-même, et que son intention avait toujours été de conduire l'Église à une plus grande fidélité à l'Évangile. Lors d'une des séances décisives,
il lui fut demandé de se soumettre inconditionnellement au jugement du concile et d'abjurer les doctrines contestées. Huss répondit qu'il ne pouvait déclarer hérétique ce qu'il croyait vrai, ni affirmer le contraire de sa conscience sans pécher contre Dieu. Il refusa de signer des formules de rétractation génériques et continua d'insister sur le fait que si l'on lui indiquait des erreurs concrètes sur la base de la Bible, il était prêt à se corriger. Cette résistance le plaça dans la catégorie des pertinaces, non seulement suspect mais obstiné dans l'erreur. Le 6 juillet 1415, le concile prononça la sentence finale. Huss fut déclaré hérétique et sa dégradation de l'état clérical ordonnée. Lors d'une cérémonie symbolique, il fut dépouillé de ses vêtements sacerdotaux, une mitre de papier peinte de démons, et portant l'inscription « hérésiarque », lui fut placé sur la tête, et il fut remis à l'autorité séculière pour exécution. Il fut conduit en dehors de Constance, attaché à un poteau sur un bûcher de bois et de paille. On lui offrit une dernière chance de sauver sa vie s'il se rétractait. Il refusa. Selon les témoins, il mourut en priant et en chantant des hymnes, demandant à Dieu de pardonner à ses ennemis. Ses cendres furent recueillies et jetées dans le Rhin, afin d'empêcher la conservation de reliques. La nouvelle de sa mort provoqua une réaction explosive en Bohême. De nombreux nobles envoyèrent au concile une lettre de protestation défendant la mémoire de Huss comme celle d'un homme juste et catholique et condamnant son exécution. Dans les paroisses et les villes, prédicateurs et laïcs partageant ses idées radicalisèrent sa position. Le mouvement hussite, déjà existant comme courant réformateur, se transforma en force politique et militaire. Des réformes profondes furent exigées, notamment la communion sous les deux espèces pour les laïcs, l'usage de la langue vernaculaire dans la liturgie et la limitation du pouvoir des seigneurs ecclésiastiques. Rome et l'empereur répondirent par des croisades pour écraser la dissidence, mais les campagnes échouèrent. Entre 1420 et 1430, les armées hussites, organisées autour de chefs comme Jan Žižka, battirent à plusieurs reprises les forces envoyées contre elles. Les soi-disant guerres hussites dévastèrent non seulement le territoire bohême, mais obligèrent le pouvoir impérial et la curie à négocier avec un mouvement né directement du martyre de Huss. Enfin, les accords de Bâle reconnurent certaines particularités religieuses à la Bohême, bien avant que la réforme protestante ne triomphe dans d'autres régions d'Europe. Un siècle plus tard, Martin Luther verrait en Jean Hus un précurseur et lirait ses écrits avec admiration, confirmant le rôle du réformateur tchèque comme lien entre l'Église médiévale et la Réforme. Conradin de Souabe, 1268, décapité publiquement. Conradin est né le 25 mars 1252 au château de Wolfstein, près de Landshut, en Bavière. Il était fils du roi Conrad IV d'Allemagne et d'Isabelle de Bavière, et petit-fils de l'empereur Frédéric II de Hohenstaufen. Dès sa naissance, il accumula des titres plus honorifiques que réels. À la mort de son père, en 1254, il fut reconnu comme duc de Souabe et comme roi de Jérusalem et de Sicile par les partisans de la maison Hohenstaufen, bien qu'en pratique il fut un enfant sans contrôle réel sur ses territoires. Très vite, il devint le dernier héritier direct d'une dynastie qui s'était affrontée au pape pendant des décennies pour le contrôle de l'Italie. Orphelin de père à 2 ans, Conradin grandit à la cour de son oncle et tuteur Louis II, duc de Bavière. Là, il s'assura au moins du contrôle de ce qui restait du duché de Souabe, tandis que ses droits sur la Sicile et Jérusalem restaient entre les mains de régents éloignés. En Orient, un parent de la maison royale de Chypre exerçait la régence du royaume de Jérusalem. Dans le sud de l'Italie, le demi-oncle de Conradine, Manfred, gouvernait la Sicile d'abord comme régent, puis, à partir de 1258, comme roi de fait, après avoir fait circuler la rumeur de la mort de son neveu et s'être couronné à Palerme. Le pape, décidé à éliminer le pouvoir des Hohenstaufen, interdit même que Conradin soit élu roi des Romains et arriva à offrir ses terres allemandes à d'autres princes. L'offensive papale contre les Hohenstaufen se concentra en Italie. Manfred, qui refusait de reconnaître la suprématie du pape sur Naples et la Sicile, fut déclaré ennemi de l'Église. Le pape Urbain IV chercha un bras armé capable de l'expulser et le trouva en Charles d'Anjou, frère du roi Louis IX de France. Avec un soutien financier basé sur les impôts du clergé français et des prêts de banquiers florentins, Charles réunit une armée de mercenaires et traversa les Alpes.
En 1266, à la bataille de Bénévent, Manfred fut vaincu et tué, et le nouveau roi angevin s'empara du sud de l'Italie. Aux yeux de nombreux guelfes italiens, cependant, l'héritier légitime restait le jeune Conradin, qui se trouvait en Allemagne. Conradin prit pleinement possession de ses titres en 1262, lorsqu'il prit le contrôle effectif du duché de Souabe. La première offre pour intervenir en Italie vint, paradoxalement, des guelfes de Florence, qui lui demandèrent de prendre les armes contre Manfred. Son oncle Louis refusa cette invitation. Tout changea après Bénévent. Avec Manfred mort et Charles d'Anjou installé à Naples, ce furent les villes guelfes qui envoyèrent des émissaires en Bavière pour lui demander de libérer le royaume. Parmi eux se trouvait Guido de Montefeltro, au nom d'Henri de Castille, sénateur de Rome, qui lui garantissait le soutien de la ville. Pour financer l'entreprise, Conradin mit en gage terres et droits en Allemagne, traversa les Alpes et publia un manifeste à Vérone dans lequel il exposait ses droits au trône sicilien. Entre-temps, en 1267, une flotte espagnole au service de ses partisans débarqua à Sciacca, sur la côte sicilienne. Autour d'elle se produisit une insurrection contre la domination angevine. La majeure partie de l'île se révolta, et seuls Palerme et Messine restèrent fidèles à Charles. Le soulèvement s'étendit à la Calabre et aux Pouilles, donnant l'impression que le sud de l'Italie était prêt à revenir dans l'orbite des Hohenstaufen. Face à cette menace, le pape Clément IV excommunia Conradin à la fin de 1267. Malgré cette condamnation, la campagne sembla progresser. En descendant vers la péninsule, le jeune prince fut accueilli avec enthousiasme à Vérone, Pavie, Pise et Sienne, et ses alliés le proclamèrent roi de Sicile. En juillet 1268, Conradin entra à Rome sous les acclamations, malgré son excommunication. La ville, sous l'influence d'Henri de Castille, devint la grande vitrine de sa cause. Processions, serments de fidélité et une propagande soigneusement dirigée présentaient le jeune de 16 ans comme restaurateur de la justice et héritier légitime de Frédéric II. Cependant, derrière la mise en scène persistaient de graves problèmes. Financement insuffisant, désertion parmi la noblesse allemande et menaces constantes de Charles d'Anjou, qui maintenait une armée professionnelle dans le sud. Animé par les succès initiaux et convaincu que la victoire n'était qu'une question de temps, Conradin alla même jusqu'à distribuer par anticipation des terres siciliennes à ses partisans, geste qui plus tard semblerait tragiquement prématuré. La rencontre décisive eut lieu le 23 août 1268 sur la plaine de Tagliacozzo dans les Abruzze. L'armée de Conradin, une force multinationale composée de chevaliers italiens, espagnols, romains, siciliens et allemands, affronta les troupes de Charles d'Anjou, moins nombreuses mais mieux coordonnées. Dans la première phase du combat, les Gibelins semblèrent obtenir une victoire complète. La cavalerie espagnole, sous le commandement de l'infant Henri de Castille, brisa les lignes ennemies, captura l'étendard angevin et tua un chevalier portant l'armure de Charles lui-même, ce qui fit croire à beaucoup que le roi était mort. Confiants dans leur triomphe, divers contingents se dispersèrent pour poursuivre et piller le camp ennemi. C'est alors que Charles, qui avait gardé cachée une réserve de chevaliers vétérans derrière une colline, lança sa contre-attaque. Sa force fraîche tomba sur les troupes de Conradin, désorganisées après la fausse fin de la bataille, et les dispersa. La défaite de Tagliacozzo marqua la dernière grande tentative militaire des Hohenstaufen en Italie. Conradin réussit à s'échapper du champ de bataille et retourna à Rome, mais la situation politique avait changé. Les Guelfes, favorables au pape et aux Angevins, avaient repris le contrôle de la ville, et le jeune roi n'était plus le bienvenu. Suivant les conseils de ses proches, il quitta Rome et se dirigea vers la côte tyrrhénienne, au château d'Astura, avec l'intention d'embarquer pour la Sicile ou de revenir en territoire sûr. Là, cependant, il fut arrêté et livré aux hommes de Charles d'Anjou. Transporté à Naples, il fut emprisonné au Castel dell'Ovo avec son ami inséparable, Frédéric de Bade, un autre jeune prince qui avait partagé la campagne italienne. La capture ouvrit la voie à une décision que beaucoup de contemporains jugèrent extrême. Au lieu de retenir Conradin comme otage précieux ou de négocier son exil, Charles décida de le soumettre à un procès. À Naples, un tribunal fut réuni qui, sous l'autorité du roi, examina les accusations de lèse-majesté, trahison contre l'Église et contre le monarque légitime de Sicile. Le résultat était pratiquement décidé d'avance.
Malgré la jeunesse de l'accusé et son statut de prince impérial, le tribunal le déclara coupable et le condamna à mort. Les chroniques ultérieures soulignent l'impact de la sentence dans les cours européennes. L'exécution publique d'un héritier de 16 ans rompait les usages habituels de la guerre dynastique, où les princes vaincus étaient généralement intégrés, surveillés ou utilisés comme pièces de négociation, et non décapités comme des rebelles ordinaires. L'exécution eut lieu le 29 octobre 1268 sur le marché public de Naples, la Piazza del Mercato. Conradin et Frédéric de Bade furent conduits de leur prison jusqu'à l'échafaud, au milieu d'une foule qui, selon plusieurs récits, oscillait entre un silence tendu et des marques de compassion envers les jeunes condamnés. Sur le billot, ils purent se dire adieu et prier, puis l'un après l'autre, ils furent décapités par le bourreau. Une gravure et de nombreuses peintures ultérieures, comme les scènes du XIXe siècle représentant l'exécution de Conradin, roi de Sicile et duc de Souabe, sur ordre de Charles d'Anjou après la bataille de Tagliacozzo, fixèrent dans la mémoire visuelle européenne l'image de l'adolescent à genoux, entouré de soldats et de clercs, au moment où l'épée tombe sur son cou. Avec la mort de Conradin s'éteignit la lignée masculine directe des Hohenstaufen, et avec elle, le projet de cette maison de dominer de manière stable l'Italie et le sud péninsulaire. Son exécution consolida le pouvoir angevin à Naples, bien que quelques années plus tard, la révolte des Vêpres siciliennes séparerait l'île du continent et ouvrirait un nouveau chapitre dans la lutte pour la Sicile. Les restes de Conradin et de Frédéric de Bade furent enterrés dans l'église de Santa Maria del Carmine à Naples, fondée par la mère de Conradin pour le salut de son âme. Là, en 1847, le prince héritier bavarois Maximilien fit ériger un monument de marbre conçu par le sculpteur danois Bertel Thorvaldsen, représentant le jeune prince comme martyr politique. Dans le Codex Manesse, recueil de poésie allemande du XIVe siècle, se conservent également 2 chansons attribuées à Conradin, et la littérature et la peinture romantique du XIXe siècle l'ont récupéré comme symbole tragique d'une lignée impériale brisée sur un échafaud napolitain. Hugues Despenser le Jeune, 1326, exécuté pour trahison. Hugues Despenser le Jeune est né vers 1286, fils et héritier de Hugues Despenser l'Ancien, futur comte de Winchester, et d'Isabella de Beauchamp, le liant à 2 des familles nobles les plus influentes d'Angleterre au début du XIVe siècle. Dès son plus jeune âge, il évolua dans l'entourage de la cour et des frontières galloises, et avant 30 ans, il accumulait des postes clés, chevalier de Hanley dans le Worcestershire, chambellan du roi, connétable d'Odiham et responsable de plusieurs places stratégiques en Angleterre et au pays de Galles, comme Portchester, Drysselwyn, Cantref Mort, ainsi que la ville et le château de Bristol. En mai 1306, il fut adoubé chevalier à Westminster et cet été-là, il épousa Éléonore de Clare, petite-fille du roi Édouard Ier. Le mariage réglait une importante dette que la couronne avait envers le père de Hugues et en même temps le rapprochait directement de la famille royale. La fortune de Despenser explosa lorsque le frère d'Éléonore, le comte de Gloucester, mourut à la bataille de Bannockburn en 1314. Son épouse devint l'une des 3 héritières de l'immense comté de Gloucester, et à travers elle, Hugues acquit Glamorgan et d'autres possessions dans les marches galloises. En quelques années, il passa d'un chevalier pratiquement sans terre à l'un des magnats les plus riches du royaume. Le lien avec la dynastie Plantagenet se renforça lorsque Édouard II, neveu d'Éléonore, monta sur le trône. Despenser se rapprocha de la cour en rejoignant d'abord l'opposition contre Piers Gaveston, le premier grand favori du roi, qui était également son beau-frère par alliance. Après l'exécution de Gaveston, la place de favori resta vacante, et Hugues sut la prendre. En 1318, il fut nommé chambellan royal, avec un accès constant à la personne du monarque et une grande capacité d'influence dans les nominations, concessions et décisions politiques. À partir de ce moment, son ambition se déchaîna. Profitant de sa proximité avec le roi, il s'appropria des terres galloises provenant de l'héritage de sa femme, ignorant les droits de ses beaux-frères. Il força Alice de Lacy, comtesse de Lincoln, à lui céder des propriétés. Il trompa sa belle-sœur Élisabeth de Clare pour lui arracher Gower et Usk. Il dépouilla également une autre belle-sœur, Margaret de Clare, et en arriva à torturer une noble, Lady Barrett,
jusqu'à la rendre folle. En 1315, il s'empara par la force du château de Tonbridge et en 1318, il fit exécuter sans autorisation le Gallois Llywelyn Bren, otage sous sa garde, un acte perçu comme un meurtre politique. Sa violence et sa cupidité lui attirèrent des ennemis à tous les niveaux de la société, paysans et bourgeois affectés par ses abus, barons marginalisés à la cour et, en particulier, la reine Isabelle de France. Les sources médiévales et une grande partie de l'historiographie moderne décrivent Despenser non seulement comme un favori politique, mais aussi comme l'amant d'Édouard II. Certaines chroniques l'accusent ouvertement de sodomie et le présentent comme responsable de séparer le roi de son épouse. D'autres chercheurs soulignent que la haine d'Isabelle était due autant sinon plus au traitement humiliant qu'elle recevait et à la manière dont Despenser la dépouilla de ses revenus et propriétés. En 1321, la tension éclata dans la soi-disant guerre des Despenser. Une coalition de barons réussit à forcer l'exil de Hugues et de son père. Le vieux Despenser s'enfuit à Bordeaux, tandis que le jeune se lança dans la banditisme dans la Manche. Les chroniques le décrivent comme un monstre marin à l'affût des marchands, attaquant des navires et pillant des cargaisons. Mais l'alliance baronale se fragmenta rapidement, et Édouard II profita des rivalités internes pour vaincre et exécuter le comte de Lancastre et soumettre d'autres nobles rebelles. Récupérant l'initiative, le roi rappela les Despenser en 1322. Hugues retourna à la cour avec plus de pouvoir que jamais. Les années suivantes furent rappelées comme une période de véritable tyrannie. Avec l'opposition nobiliaire décapitée après la défaite de Boroughbridge, père et fils contrôlèrent de facto l'administration, enrichissant leur réseau de clients grâce à des confiscations, des pots de vin et des manœuvres juridiques douteuses. Despenser pressa à plusieurs reprises pour que Roger Mortimer, l'un de ses principaux ennemis, soit exécuté. Bien que le roi l'ait maintenu emprisonné à la Tour de Londres, Mortimer réussit à s'échapper en 1323 et fuit en France, où il devint une pièce clé de la vengeance en préparation. La reine Isabelle voyagea en France sous prétexte de négocier un accord entre Édouard II et le roi français, mais en exil, elle forgea une alliance avec Mortimer. Certaines versions ultérieures spéculent même que Despenser aurait tenté de soudoyer des courtisans français pour l'assassiner, envoyant des barils d'argent comme paiement, ce qui aurait encore aggravé la rupture. En octobre 1326, Isabelle et Mortimer débarquèrent en Angleterre avec environ 1500 mercenaires. La majorité de la noblesse, lasse de la domination des Despenser, les rejoignit rapidement. Très peu accoururent au secours d'Édouard II. Édouard, accompagné de Hugues l'Ancien et de Hugues le Jeune, s'enfuit vers l'ouest avec une somme considérable du trésor royal, tentant de rejoindre le pays de Galles. L'avancée des troupes d'Isabelle et Mortimer, cependant, fut fulgurante. Le Despenser aîné fut capturé et exécuté à Bristol le 27 octobre 1326, pendu avec son armure, décapité et écartelé. Le roi et le favori poursuivirent leur fuite, mais à la mi-novembre, la plupart de leurs partisans les abandonnèrent et ils furent capturés près de Neath. Édouard fut emprisonné et, peu après, contraint d'abdiquer en faveur de son fils, le futur Édouard III. Hugh Despenser le Jeune fut réservé à un châtiment exemplaire. Avant le procès, Despenser tenta de se suicider en se laissant mourir de faim, conscient qu'il ne pouvait espérer aucune clémence. Le 24 novembre 1326, il fut présenté devant un tribunal à Hereford présidé par Mortimer et la reine. Il fut accusé de trahison et de vol, d'avoir semé la discorde entre le roi et la reine et d'être revenu en Angleterre après un exil formel. Déclaré coupable, il fut condamné à la peine maximale, être pendu, traîné, éviscéré, décapité et écartelé, châtiment réservé aux traîtres les plus haïs. L'exécution visait délibérément l'humiliation publique. Hugues fut attaché à une planche et traîné par 4 chevaux jusqu'à l'échafaud, sous les insultes d'une foule qui voyait tomber l'homme le plus redouté du royaume. Là, il fut pendu, mais la corde fut coupée avant qu'il ne meure. On le dénuda, et sur sa peau, on écrivit des versets bibliques contre l'orgueil et la méchanceté. Le bourreau monta à côté de lui et lui amputa le pénis et les testicules, qui furent jetés au feu sous ses yeux encore conscients. La castration, bien que non explicitement mentionnée dans la sentence, était une pratique courante dans les cas de trahison liés à des accusations sexuelles. Ensuite, il ouvrit l'abdomen de haut en bas
et retira progressivement ses entrailles, réservant le cœur pour la fin. Tous les organes furent jetés aux flammes. Le chroniqueur note que, juste avant de mourir, Despenser poussa un cri inhumain et épouvantable, accueilli avec joie par les spectateurs. Une fois l'éviscération terminée, le corps fut décapité et découpé en 4 parties. La tête fut exposée en haut des portes de Londres comme avertissement, tandis que les quartiers furent envoyés dans différentes villes. Mortimer et Isabelle assistèrent à la scène avec leurs alliés, célébrant la chute de l'homme qui avait symbolisé la tyrannie du règne d'Édouard II. Par la suite, la veuve de Despenser demanda que le corps lui soit rendu pour être enterré dans les possessions familiales du Gloucestershire, mais ne reçut que la tête, un os de la cuisse et quelques vertèbres, restes qui finirent à l'abbaye de Tewkesbury. En 2008, une étude sur un squelette trouvé à l'abbaye de Hulton, dans le Staffordshire, suggéra qu'il pourrait s'agir d'une partie des restes mutilés de Hugh, en raison des traces d'écartèlement et de décapitation, bien que la datation au radiocarbone et l'âge estimé de l'individu ne correspondent pas entièrement à ceux de Despenser. Wat Tyler, 1381, assassiné lors de négociations. Walter Watt. Tyler, dont on connaît à peine des données biographiques sûres, est probablement né vers 1341 dans le Kent ou l'Essex. Son nom de famille semble dériver de son métier, poseur de tuiles, plutôt que d'une lignée noble. Les chroniques le décrivent comme un homme du commun, possible vétéran de la guerre de 100 ans, qui aurait appris la discipline militaire et le maniement des armes avant de revenir à la vie d'artisan. Le contexte du soulèvement qui le rendrait célèbre était une Angleterre frappée par la peste noire, avec une dépopulation massive, une pénurie de main-d'œuvre et des seigneurs déterminés à maintenir les salaires et les obligations féodales gelées, malgré la nouvelle réalité sociale. À cette tension structurelle s'ajoutaient les énormes charges de la guerre de 100 ans contre la France, financées au prix de nouveaux impôts qui pesaient de manière disproportionnée sur les paysans, les artisans et les classes populaires. Le déclencheur immédiat fut l'impôt par tête, une somme fixe que devait payer toute personne de plus de 15 ans, riche ou pauvre, ce qui le rendait particulièrement régressif. 3 impôts par tête successifs entre 1377 et 1381 épuisèrent la patience du peuple. Le dernier prélèvement, triplé par rapport au précédent, mit le feu aux poudres. En mai 1381, à Fobbing, paysans et villageois repoussèrent les collecteurs. Le conflit se répandit rapidement dans l'Essex et le Kent. Ce qui avait commencé comme une grève fiscale contre des collecteurs haïs se transforma en soulèvement général. Dans ce climat d'agitation, Tyler émergea comme chef des contingents du Kent. Les sources ne s'accordent pas sur la manière dont il prit la tête du mouvement, mais elles s'accordent sur le fait que, lorsque des milliers de paysans et de travailleurs commencèrent à coordonner leur marche vers Londres, il apparaissait déjà comme un leader reconnu avec une autorité militaire et politique claire. Le prêtre radical John Ball, libéré de prison par les rebelles, apporta le discours égalitariste qui alluma l'imagination de beaucoup. Sa célèbre question « Quand Adam labourait et Ève filait, qui était alors le chevalier ?» devint la devise de la révolte. Les groupes du Kent et de l'Essex convergèrent vers la capitale. À Blackheath, aux portes de Londres, Ball prêcha devant la foule, et les revendications se précisèrent. Abolition de la servitude, liberté personnelle de changer de seigneur et de travail, réduction des rentes et charges féodales, amnistie pour les rebelles et punition des conseillers royaux jugés corrompus. La haine se concentra sur des figures concrètes. Jean de Gand, architecte de l'impôt, l'archevêque de Cantorbéry, Simon Sudbury, chancelier du royaume, et le trésorier Robert Hales. En juin 1381, les rebelles entrèrent à Cantorbéry, libérèrent des prisonniers, attaquèrent des biens de l'Église et proclamèrent leur défi au pouvoir féodal. Puis ils traversèrent le pont de Londres, aidés par des sympathisants urbains qui ouvrirent les portes de la ville. Une fois à l'intérieur, l'insurrection se déchaîna. On détruisit les registres judiciaires et fiscaux, on incendia les maisons des officiers royaux et on assaillit le palais Savoy, résidence londonienne de Jean de Gand, qui fut pillé et brûlé jusqu'aux fondations. En même temps, un groupe fit irruption dans la tour de Londres et exécuta Sudbury et Hales, vus comme des symboles de l'abus fiscal. Le roi Richard II n'avait que 14 ans.
Contrairement à ses conseillers, de nombreux paysans continuaient à le voir comme un monarque trompé par de mauvais conseillers et pour cette raison dirigèrent leur colère contre l'entourage royal plutôt que contre la personne du roi. Le 14 juin, Richard rencontra les rebelles à Mile End. Là, sous pression, il accepta verbalement plusieurs de leurs demandes, abolition de la servitude, liberté personnelle et pardons généraux. Certains groupes, faisant confiance à la promesse royale, commencèrent à se disperser. Mais Wat Tyler et le noyau le plus déterminé restèrent armés. Ils doutaient de la sincérité des concessions et estimaient que l'exécution des conseillers détestés ainsi que la transformation profonde de l'ordre féodal n'étaient pas encore assurées. Le lendemain, le 15 juin 1381, une nouvelle rencontre fut organisée entre Tyler et le roi à Smithfield, en périphérie de Londres. Richard arriva avec une petite escorte, accompagné du maire de Londres, William Walworth, et d'autres officiels. Tyler arriva à la tête d'un contingent de paysans armés, qui se plaça à une certaine distance, laissant son chef s'approcher presque seul du monarque. Les chroniques décrivent une scène chargée de tension. Tyler, conscient de sa force, traita le roi avec une familiarité qui scandalisa les nobles, demanda de l'eau pour se rincer la bouche en pleine vue de tous et présenta de nouveau des revendications radicales, réitérant l'abolition de la servitude, la libre embauche de main-d'œuvre, l'accès direct au roi sans l'intermédiaire des seigneurs et l'exécution de certains personnages détestés. Au cours de la négociation, un incident éclata. Un serviteur du roi, Sir John Newton, traita Tyler de « plus grand voleur du Kent ». Tyler répondit avec colère, et le maire Walworth intervint pour l'arrêter. Les versions diffèrent, mais s'accordent sur le fait que des armes furent dégainées. Tyler tenta d'attaquer Newton ou Walworth lui-même. Le maire le frappa à l'épée au cou et à la tête, et un autre homme de l'escorte royale, probablement Ralph de Standish ou John Cavendish, lui porta un coup de poignard dans le corps. Gravement blessé, Tyler réussit à reculer de quelques mètres à cheval avant de tomber. Il fut conduit dans un hôpital voisin, mais Walworth le poursuivit, le fit sortir et, de retour à Smithfield, ordonna son exécution immédiate. La réaction de l'armée paysanne, voyant tomber son chef en pleine négociation, faillit transformer Smithfield en massacre. Des milliers d'hommes armés hésitèrent entre attaquer ou fuir. À ce moment-là, Richard II chevaucha vers eux et, selon la chronique, prononça la phrase qui marqua le tournant des événements. « Vous n'aurez aucun capitaine à part moi ». Il leur assura que Tyler avait été fait chevalier et que leurs revendications seraient prises en compte et les invita à se diriger vers les prairies de Saint John où le chef les rejoindrait plus tard. Les rebelles, encore confiants dans la figure du roi, se retirèrent sans savoir que Tyler avait déjà été exécuté. La tête de Wat Tyler fut clouée sur une pique et exposée sur le London Bridge, en avertissement à quiconque envisagerait de relever le défi. Privé de son chef militaire et politique, la révolte commença à s'effondrer. Richard II révoqua rapidement toutes les concessions faites à Mile End et Smithfield. Des milices loyales à la noblesse et à la couronne furent organisées, poursuivant et exécutant les derniers leaders paysans. John Ball fut capturé, pendu et écartelé. Jack Straw fut décapité. D'autres chefs locaux subirent le même sort lors de procès sommaires. Le soulèvement de 1381 n'atteignit pas ses objectifs immédiats et fut sévèrement réprimé, mais l'ampleur de la rébellion impressionna tellement les élites qu'avec le temps, la servitude recula et les charges féodales les plus extrêmes devinrent politiquement insoutenables. La mort de Wat Tyler lors de négociations supposées pacifiques marqua la fin brutale du plus grand soulèvement social contre le féodalisme en Angleterre médiévale et fixa sa mémoire comme celle d'un leader plébéien dont l'exécution traîtresse scella la défaite immédiate de la révolte, tout en amorçant des changements durables dans les relations entre seigneurs et paysans. Margarita Porrette, 1310, brûlée pour hérésie. Margarita Porrette, née vers 1250 dans le comté de Hainaut, dans la région de Valenciennes, était une mystique laïque liée au mouvement des Béguines, des femmes consacrées à la prière et aux œuvres de charité sans vivre selon une règle monastique stricte. Les actes inquisitoriaux la décrivent comme une béguine clergesse, et les études modernes soulignent son haut niveau de formation. Elle maîtrisait les écritures, connaissait la culture de cour et manipulait avec aisance les formes littéraires de son époque, ce qui était rare pour une femme laïque du XIIIe siècle. Son œuvre centrale est
Le miroir des âmes simples, un traité allégorique de 139 chapitres qui narre, en grande partie sous forme de dialogue entre des figures telles que l'âme, l'amour ou la raison, le parcours intérieur de l'âme vers l'union avec Dieu. Le texte, écrit en français vernaculaire, utilise consciemment des ressources de la littérature courtoise pour transférer au domaine spirituel un langage familier au lecteur. La fidélité de l'amant, l'attente, le désir et le don total se transforment en images de l'amour divin. Porete structure ce voyage en 7 étapes ou degrés dans lesquelles l'âme se dépouille progressivement de ses appuis jusqu'à atteindre ce qu'elle appelle le « pays de la liberté ». L'objectif final est l'état de l'âme anéantie, une âme qui a renoncé à tout, y compris à sa propre volonté, pour ne rester que dans le vouloir et le désir de Dieu. À ce niveau, dit-elle, l'âme, tout là et pourtant ne possède rien, veut tout et ne veut rien, sait tout et ne sait rien. Formule qui condense son idée d'une liberté absolue en Dieu, sans calcul ni mérite personnel. Ces affirmations étaient risquées dans le contexte théologique médiéval. Porete soutenait que l'âme véritablement unie à Dieu n'a plus besoin de s'appuyer sur les vertus au sens pédagogique et que, dans cet état, elle se situe au-dessus du régime habituel de commandement, récompense et châtiment, sans pour autant tomber dans la licence morale. L'Église pouvait interpréter ces idées comme une invitation à désobéir à la loi morale et à l'autorité ecclésiastique au nom d'une expérience intérieure, ce qui était particulièrement suspect dans un livre écrit en langue vulgaire et destiné aux laïcs. Entre la fin du XIIIe siècle et le début du XIVe siècle, le manuscrit commença à circuler dans les milieux urbains du nord de la France. Entre 1296 et 1306, l'évêque de Cambrai, Guy de Colmieux, examina un livre de Margarita et le condamna comme hérétique. Il ordonna de le brûler sur la place publique de Valenciennes, en présence de l'auteur, et lui interdit, sous peine d'excommunication, de continuer à écrire, diffuser ou prêcher ses idées. Margarita n'obéit pas entièrement. Convaincue de l'orthodoxie de sa doctrine, elle chercha des soutiens parmi les théologiens et prélats influents, assurant dans le livre lui-même qu'elle avait soumis son texte au jugement de 3 autorités ecclésiastiques, dont le maître en théologie, Godofredo de Fontaine, de qui elle aurait reçu approbation. Le miroir continua à circuler, copier, diffuser, et les actes ultérieurs l'accuseront précisément d'avoir récidivé dans la propagation d'un livre déjà condamné. Vers 1308, après de nouvelles dénonciations, elle fut arrêtée et remise à l'inquisiteur général du royaume de France, le dominicain Guillaume de Paris. Avec elle fut arrêté un béguin, Guiard de Cressonessart, qui se présenterait comme son défenseur pendant le procès. Tous deux passèrent environ 1 an et demi en prison à Paris en attendant le jugement, tandis que le cas était étudié par des théologiens de l'université. La procédure contre Porete fut inhabituelle. L'inquisiteur remit apparemment 15 propositions extraites du miroir à une commission de 21 maîtres parisiens qui les déclarèrent hérétiques, parmi eux des figures comme Nicolas de Lyra. Parallèlement, 11 de ces théologiens délégèrent à 5 canonistes l'évaluation de l'aspect juridique. Déterminer si, à la lumière des témoignages des évêques et de l'inquisiteur de Lorraine, Margarita avait récidivé après la première condamnation de son livre, condition nécessaire pour la traiter comme hérétique récidiviste. Pendant les séances, Guillard finit par avouer et fut condamné à la prison. Margarita, en revanche, refusa constamment de prêter serment, de se rétracter ou de retirer son livre. Elle garda un silence obstiné que ses juges interprétèrent comme de la rébellion et que ses défenseurs ultérieurs verront comme cohérent avec les phrases du miroir où l'âme, libre, ne répond pas à celui qui n'est pas de son lignage spirituel. L'inquisiteur alla jusqu'à la qualifier de pseudo-mulier, fausse femme, soulignant le défi que représentait sa figure pour le modèle féminin d'obéissance et de soumission. Le 31 mai 1310, une commission de 3 évêques la déclara coupable d'hérésie récidiviste. Elle fut livrée aux bras séculiers et condamnée à mourir sur le bûcher avec son livre. Le lendemain, 1er juin 1310, sur la place de Grève à Paris, elle fut brûlée vive devant une foule nombreuse. Les chroniques indiquent que de nombreux spectateurs furent émus par le calme avec lequel elle affronta le supplice. Ce fut la première fois qu'une femme était exécutée à Paris pour hérésie par le feu, avec le consentement explicite du roi Philippe le Bel.
Après l'exécution, des fragments du miroir furent utilisés lors du Concile de Vienne en 1311 pour condamner la dite « fraternité de l'esprit libre » et restreindre les mouvements des béguins et béguines, ainsi que la circulation de textes religieux en langue vernaculaire. Cependant, l'œuvre survécut. Elle fut traduite en latin, en italien et en moyen anglais, circula de manière anonyme ou attribuée à des auteurs masculins et continua d'être copiée dans des milieux monastiques et laïques au XIVe et XVe siècle. Ce n'est qu'en 1946, lorsque la chercheuse Romana Guarnieri identifia les textes anonymes avec la béguine exécutée en 1310, que le nom de Margarita Poretti fut rétabli comme auteur du Miroir des âmes simples. Pierre de Brézé, 1465, tombé dans la guerre pour le pouvoir. Pierre de Brézé est né vers 1410 dans une famille de petite noblesse angevine, les seigneurs de Brézé, sans grand titre mais bien implantés dans le réseau de fidélité régionale. Son père, Pierre Ier de Brézé, et sa mère, Clémence Carbonel, lui ont transmis des terres modestes. Mais le fils transformera ce point de départ en l'une des carrières les plus fulgurantes de la France du XVe siècle, jusqu'à mourir en première ligne au service de la monarchie. Son ascension commence dans le contexte de la phase finale de la guerre de Cent Ans. En 1433, il participe au coup de palais qui renverse le favori royal Georges de la Trémoille, manœuvre impulsée par Yolande d'Aragon et le connétable Arthur de Richemont pour sortir Charles VII de l'influence d'une camarilla impopulaire. De Brézé, qui exécuta l'arrestation de la Trémoille, gagna ainsi la gratitude du roi. Il fut fait chevalier en 1434 et entra rapidement au Conseil royal. En 1437, il fut nommé sénéchal d'Anjou et en 1441 du Poitou, fonction concentrant pouvoir militaire et administratif dans des provinces clés. Pendant la praguerie de 1440, une révolte des grands seigneurs contre l'autorité de Charles VII, Pierre de Brézé resta fidèle au monarque et combattit du côté royal. Cette loyauté lui valut la haine durable de l'héritier, mais consolida sa position comme homme de confiance du roi. Dans les années suivantes, il se distingua dans les campagnes contre les Anglais. Il combattit en Normandie de 1440 à 1441 et en Guinée en 1442 et joua un rôle clé dans les opérations autour de Pontoise qui permirent d'expulser les Anglais de l'Île-de-France. En récompense, en 1441, il reçut le titre de comte d'Évreux. À partir de 1442, grâce également au soutien de la favorite royale Agnès Sorel, de Brézé fut nommé chambellan de Charles VII et devint la personnalité la plus influente de la cour, supplantant même de vieux alliés comme le propre Richemont. Ces années de pouvoir maximal, entre 1444 et 1450, coïncidèrent avec la période la plus prospère du règne. Réforme fiscale, réorganisation de l'armée et reconquête territoriale face à l'Angleterre. Tandis que d'autres nobles se rebellaient ou hésitaient, Brézé incarnait le modèle du serviteur royal qui s'enrichissait et progressait précisément en misant sur le renforcement de la couronne face à la haute noblesse traditionnelle. Après la mort d'Agnès Sorel en 1450, son influence déclina, mais il continua d'occuper d'importantes fonctions. Il combattit lors de la reconquête finale de la Normandie entre 1450 et 1451 et fut nommé grand sénéchal de la province, ce qui lui conférait autorité militaire et judiciaire sur un territoire stratégiquement vital face à l'Angleterre. Encore en 1457, il dirigea un raid amphibie contre la ville anglaise de Sandwich, l'une des dernières opérations offensives françaises sur le sol anglais, bien que l'action ait eu des résultats limités. Le grand tournant arriva avec la mort de Charles VII en 1461. Le nouveau roi, Louis XI, n'avait pas oublié que de Brézé avait combattu contre lui pendant la praguerie, ni son rôle comme homme de confiance du roi précédent. Peu après son accession au trône, Louis déposséda Pierre de ses charges, le fit emprisonner au château de Loches et l'écarta de la cour. Le même serviteur qui avait consolidé la monarchie contre la noblesse voyait maintenant le nouveau monarque le traiter comme un rival potentiel, reflet des tensions internes dans la haute aristocratie française. Sa chute ne fut pas définitive. Dans le cadre de la guerre des Deux Roses, la reine Marguerite d'Anjou pressa Louis XI de le libérer, cherchant un commandant expérimenté pour soutenir la cause lancastrienne.
En 1462, le soi-disant accord de Chinon permit la libération de Pierre de Brézé, qui accompagna Marguerite en Écosse avec environ 800 hommes pour soutenir militairement les Lancastres. Après les défaites lancastriennes et le repli vers la France et les Flandres, il retourna dans son pays et fut progressivement réhabilité. Il redevint sénéchal de Normandie et se réconcilia avec Louis XI en 1464, dans un délicat équilibre entre la méfiance du roi et la nécessité de compter sur des chefs compétents à un moment d'opposition croissante de la noblesse. En 1465 éclata la guerre du bien public, une grande coalition de princes et de grands seigneurs contre la politique centralisatrice de Louis XI. Pierre de Brézé, déjà vétéran, se rangea fermement du côté de la monarchie. Il fut l'un des principaux commandants royaux aux côtés du comte de Maine. Le 16 juillet 1465, à la bataille de Montlhéry, près de Paris, il commandait l'aile droite de l'armée du roi face aux troupes bourguignonnes de Charles le Téméraire. Ces hommes réussirent à percer les lignes ennemies, créant un instant l'impression d'une victoire royale. Dans la mêlée, cependant, de Brézé tomba en combattant. Ces soldats, furieux de la mort de leur chef, se lancèrent dans un carnage qui désorganisa leurs propres rangs. Le résultat global de la bataille fut indécis, mais permit à Louis XI de se frayer un chemin jusqu'à Paris. Il n'y eut ni procès ni potence. Pierre de Brézé mourut sur le champ de bataille, mais sa mort s'inscrit dans le même combat pour le pouvoir qui avait marqué toute sa vie. La confrontation entre une monarchie en voie de renforcement et une haute noblesse prête à recourir à la guerre ouverte pour préserver ses privilèges. Après sa chute, son fils Jacques de Brézé hérita de ses charges et titres, y compris celui de sénéchal de Normandie, tandis que Louis XI poursuivait, non sans résistance, sa route vers une monarchie plus centralisée à la veille de la fin du Moyen Âge.